chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de commencer cette discussion sur l'activité éditoriale de l'Université populaire. J'ai fondé avec mes collègues cette organisation non gouvernementale, pas comme partie des réseaux Soros, mais seulement pour faire les activités d'ordre académique, éditorial, médiatique, pour faire les conférences publiques. On peut dire que l'Université populaire est une sorte de think tank, lieu de débat public. L'université, pardon, laboratoire d'idées. Il y a 3 années, quand j'ai commencé de concentrer mon attention sur les livres qui ont été publiés par les amis français, j'ai commencé cette activité par les livres d'Alexandre Douguine, qui est mon ami. Et nous sommes en très bonne collaboration pendant 8 ans. J'ai traduit 4 livres d'Alexandre. J'ai publié ça ici en Moldavie et en Roumanie aussi. Et grâce à notre ami Constantin Parvulescu, qui n'est pas maintenant ici, mais qui est le fils du grand penseur franco-roumain Jean Parvulescu, j'ai participé à 2 colloques qui ont été organisés à Bucarest et ont été dédiés à ce grand penseur roumain qui s'appelle, roumain-français, il a écrit tous les livres, 32 livres seulement en français. Mais il est né en Roumanie, il s'enfuit de la Roumanie communiste quand il avait 28 ans. Quand je découvris cette personnalité absolument fantastique, un grand penseur, un grand croyant, un grand eurasiste, j'ai décidé de traduire un livre qui s'appelle Vladimir Poutine et Eurasie. Vladimir Poutine et Eurasie. Nous avons commencé par identifier une traductrice très forte qui s'appelle Madame Ruxandra Iordache et qui a traduit tous les livres qui sont ici maintenant. Mon travail a été de vérifier les textes et de faire les préfaces et d'organiser tout ce travail. Vladimir Poutine et Eurasie est le premier livre de ce auteur qui est roumain à l'origine et qui s'affirmait en France, qui est traduit en roumain. J'insiste qu'on a besoin de continuer de traduire ce auteur peu connu aussi en France. Seulement les milieux nationalistes, traditionnalistes, catholiques, anti-système sont très proches de ce genre de penseurs. C'est pourquoi je crois qu'on doit voir comment on peut faire pour continuer de distribuer l'idée qui sont concentrées dans ce genre de livres. On a ici 2 textes qui ont été écrits par Alexandre Douguine, bien connu penseur, philosophe et sociologue russe, et aussi par une autre personnalité roumaine très importante qui s'appelle Ilie Badescu, l'académicienne Ilie Badescu. Ces 2 textes ont été publiés ici, pas par accident. Je pense que c'est important de comprendre que la République de Moldova, ou l'ancienne Bessarabie, est située entre la Russie et la Roumanie. Du point de vue historique, géopolitique, culturel, linguistique, pas entre Ukraine et Roumanie, mais entre la Russie et la Roumanie. Et les liens entre la Russie et la Roumanie doit être consolidé parce qu'on a une histoire très difficile entre ces 2 peuples et 2 pays, les tragédies dans la période communiste et tout ça, et on doit dépasser les éléments conflictuels et contribuer d'une manière ou d'une autre à rapprochement de la culture et le peuple russe et le peuple roumain. C'est la même religion, la même civilisation, la même tradition byzantine. C'est pourquoi Jean Parvulescu est une personnalité symbolique dans ce genre d'effort. Je peux continuer avec une autre personnalité qui a participé
à notre colloque, second colloque de Chișinău, au mois de décembre 2017, qui s'appelle Ivan Bloch. Ivan Bloch, il est décédé, malheureusement, il y a quelques mois. C'est une grande tragédie pour moi parce que j'ai essayé de récupérer son dernier manuscrit. J'ai essayé d'avoir une correspondance avec son épouse, son veuve, mais pour le moment, c'était pas très bon effort. Je demande l'aide de la part de mes amis français pour identifier le dernier manuscrit de Ivan Bloch, parce que nous étions en permanence en correspondance. Il y a une année, il m'a écrit qu'il a préparé son dernier livre. Il a écrit pour le moment de l'août 2018, 10 chapitres, et le livre a été projeté par lui 12 chapitres. Je ne sais pas s'il a fini son dernier manuscrit, mais en tout cas, je vais traduire ça et publier ça en roumain et commenter. Le livre que je sélectais, il a publié plusieurs livres, s'appelle L'Europe colonisée. L'Europe colonisée, Europa colonisată, pas par accident. Parce que ce genre de penseurs européens sont très importants pour l'espace ex-communiste. Nous savons très bien que maintenant l'espace ex-communiste est colonisé par les Américains, par la corporatocratie, par le capitalisme financier, par les banquiers. Ils savent tous les synonymes de ce genre de groupes d'influence. On peut dire les libéraux, les globalistes et tout ça. Ici dans l'espace ex-soviétique et en général ex-communiste, nos ennemis communs sont très efficaces d'utiliser le passé communiste contre la Russie actuelle pour provoquer, pour continuer de faire ce genre de conflictualisation des relations entre l'ancien pays communiste et la Russie d'aujourd'hui. Et Ivan Bloch, et ce genre de livre, peut aider les intellectuels, et pas seulement les intellectuels qui sont en Roumanie ou en Moldavie, de comprendre qu'est-ce qui se passe en Europe occidentale après la Deuxième Guerre mondiale. Si nous étions les victimes de l'impérialisme soviétique, nous, les pays et les peuples ex-communistes, l'Europe occidentale est la victime de l'expansionnisme américain. Mais ici, c'est une nouveauté choquante pour les milieux intellectuels, universitaires. Les médias dominants, les universitaires, les politiciens pro-occidentaux sont très concentrés dans l'effort de continuer de construire une image d'ennemi absolu, métaphysique, de Russie qui est confondue d'une manière artificielle avec l'Empire soviétique. C'est très important pour nous. C'est pourquoi la colonisation économique, intellectuelle, mentale, éducationnelle, civilisationnelle de l'Empire américain ici en Europe de l'Est et centrale est très dur pour nous. Il est possible de réveiller l'esprit comme ça. On doit faire un effort intellectuel et de réinformation pour aider nos concitoyens de comprendre l'enjeu géopolitique et civilisationnel qui est la guerre non militaire, qui est en pleine force maintenant développée contre notre pays, les autres pays de notre région. C'est pourquoi Ivan Bloch est très important. Son livre, Europe colonisée, et si on peut faire notre effort d'éditer les autres livres. J'ai lu tous les livres d'Ivan Bloch. Je suis un bibliomane professionnel, et à cause de vous, j'ai oublié l'anglais. Je parle également mal anglais et français, mais à cause de vous, les auteurs français, je suis absolument concentré dans l'effort de lire et de traduire et d'éditer vos livres. Bien, d'accord. Maintenant, un autre auteur qui a participé
à conférence internationale Chisinau Forum 2 fois, au mois de mai 2017 et au mois de décembre 2007. Hervé Juvin, maintenant est membre au Parlement européen. Il est député de la part du Rassemblement national, qui est dirigé par Marine Le Pen. Hervé Juvin est très, très important parce qu'il s'inscrit, pour moi, dans la même direction des pensées, courant de pensée avec Yvan Blot. Le premier livre qui a été traduit en romain s'appelle Le mur de l'Ouest n'a pas tombé, pas encore. Ce livre est dédié exclusivement à l'impérialisme américain qui a colonisé l'Europe occidentale. Ce livre est vendu en Roumanie avec un grand succès par le réseau de librairies qui s'appelle Alexandria, librairie Alexandria. Ici à Chisinau et dans les autres villes de Moldavie, vous pouvez acheter ce livre en romain dans toutes les librairies qui s'appellent Libraribus. Yvan Blot m'a écrit il y a quelques jours, excusez-moi, Hervé Juvin m'a écrit quelques jours et il a demandé pardon par son absence à cause de sa implication de l'activité du groupe parlementaire. Il a été obligé de présenter un discours devant ce groupe pendant ces jours-là. Et le deuxième livre de même auteur, Hervé Juvin, s'appelle Le gouvernement du désir, Guvernarea Dorinței, le gouvernement du désir. Les gens qui sont présents ici connaissent très bien ce genre de livres, mais ici, à l'Ouest, dans les pays ex-communistes, c'est une nouveauté de comprendre d'une manière profonde l'essence du capitalisme occidental qui tue nos âmes par le consumérisme, par les tentations de ce modèle de désir. Hervé Juvin a été traduit pendant 2 années, 2018 et 2019. J'ai publié il y a quelques mois son dernier livre ici à Chisinau. J'espère qu'en Roumanie, on a des possibilités de faire la même chose. Je vais continuer avec un autre livre qui a été écrit par Valérie Bugeaud et Jean Rémy. Valérie Bugeaud est très bien connue comme experte en souveraineté monétaire. Elle a participé de même à notre forum de Chisinau, deuxième forum de Chisinau en 2017. Jean Rémy, malheureusement, a décédé aussi. Ce livre est très important pour nous parce qu'on a changé le nom, le titre initial, et j'ai proposé à Valérie ce titre, Tuer la plutocratie. C'est le sens de ce livre. Comment on peut tuer la plutocratie? Guide pratique pour le démontage du système. C'est la version roumaine de ce livre qui s'appelle en original, je dois voir ça, du nouvel esprit de loi et de la monnaie, les moyens d'une véritable démocratie. Paris, édition Sigest, 2017. Et je remercie à notre ami, le chef Jean Serapian, qui a permis d'éditer ce livre ici à Chisinau et à Bucarest. Je continue maintenant avec un autre auteur qui a publié plusieurs livres et qui est très bien connu dans les milieux patriotiques, nationalistes et cathos en France, et pas seulement en France. Il n'est présent maintenant ici, mais il a participé dans notre voyage en Syrie, où nous sommes en permanent contact avec lui. Il s'agit de M. Jean-Michel Vernochet. C'est son livre qui a été traduit par l'Université populaire, qui s'appelle La guerre civile froide. La guerre civile froide. Ce livre est ici présent, ici en Chisinau et à Bucarest en même temps.
j'espère qu'on a des possibilités dans quelques mois d'avoir Jean-Michel ici à Chisinau pour une présentation spéciale de ce livre. Et maintenant, je continue avec les auteurs qui sont ici, parmi nous. Vous connaissez déjà, mais on fait ça pour la version vidéo, Lucien Siris, qui est présent dans la version roumaine avec son livre fascinant qui s'appelle Les Neuropirates, Réflexions sur l'ingénierie sociale. C'est la version roumaine. Lucien Siris. On a Youssef Indy avec son livre La mystique de la laïcité. Et après ça, la dernière surprise. Ce livre a été édité hier. Spécialement pour ce événement, je savais que Pierre-Antoine Plaquevet est prêt de venir à Chisinau et nous avons fait un effort pour éditer quelques exemplaires seulement pour avoir la possibilité de montrer le livre en version roumaine et pour offrir la possibilité de s'exprimer, de parler à vous, à Pierre-Antoine. Le titre de ce livre est Soros et la société ouverte. Un sujet très sensible pour tous les patriotes, par tous les gens normaux. Et maintenant, je veux annoncer la présence aussi de mon ami Anthony Drumel, qui a dirigé pendant quelques années la maison d'édition qui s'appelle Le Retour aux Sources. Et nous avons une très bonne coopération avec Anthony Drumel pendant quelques années dans notre activité éditoriale commune. Je ne suis pas un éditeur professionnel, mais par accident, j'ai commencé cette activité et ça devient très important pour nous. Et je dois répéter pour Marion. Marion Sigo est présente ici. Très bien connu historien, publiciste français, catholique, militante. Marion, si tu peux donner ton livre. C'est un engagement public, je peux dire. Les droits sexuels. Ce livre doit être traduit en roumain dans quelques mois, j'espère, et j'espère d'avoir une bonne collaboration avec la maison d'édition Sigest aussi. Merci. Et maintenant, on peut commencer notre discussion avec Lucien Siris. Oui, donc tout d'abord, merci à Yuri, mille fois merci de me donner l'occasion de vous présenter la traduction en roumain de Neuropirates, Réflexion sur l'ingénierie sociale. Ce livre a été publié originellement en 2016 aux éditions Contre-Culture, dirigé par Alain Soral, que je remercie également. Ce livre rassemble des textes dont le fil conducteur est l'ingénierie sociale. Je vais vous expliquer qu'est-ce que l'ingénierie sociale. What is social engineering? Je vais parler en français. My English accent is too bad, so for a few words it's okay, but for a long speech, 10 minutes, I can't. Donc, dans le monde russophone, on parle plutôt de technologie politique, politicheskir technologie. Ce champ d'études fait la jonction entre la politique, la géopolitique, les sciences humaines et sociales, et certaines disciplines que l'on rencontre dans le monde de l'entreprise, telles que le management, le marketing et la sécurité des systèmes. Aujourd'hui, mon travail sur ces questions appartient à ce que l'on pourrait appeler la troisième génération de l'ingénierie sociale. Auparavant, la notion d'ingénierie sociale apparaît au XXe siècle en deux étapes historiques. Je précise, il y a une version, there is an English translation, Vavra Souk is reading it, if you want it, you ask. So the first, le premier âge, the first step of social engineering est la constitution des sciences de la gestion dans la première moitié du XXe siècle. Management, marketing et cybernétique pour l'essentiel. Karl Popper est le principal penseur ayant vulgarisé cette notion d'ingénierie sociale auprès du grand public, notamment dans son ouvrage « La société ouverte et ses ennemis », publié en 1945. Sans cette contribution de Karl Popper, l'ingénierie sociale serait probablement restée confinée dans des cabinets de consultants et de spécialistes.
L'idée centrale de l'ingénierie sociale est de faire de la planification sociale, c'est-à-dire de concevoir a priori le développement d'un groupe social et de fabriquer le consentement de ce groupe aux transformations qu'on veut lui imposer en appliquant des techniques de conduite du changement et de coaching d'entreprise. Alors quelques références, Walter Lippmann sur le façonnage et le retournement, le spin, ça a donné l'expression spin doctor, donc le retournement de l'opinion publique, dont son livre fondateur, Public Opinion, en 1922, Edward Bernays sur la fabrique du consentement, The Engineering of Consent, publié entre 1947 et 1955, Stuart Ewen sur la planification sociale en contexte libéral, parce qu'on parle beaucoup de la planification, du planisme, le plan quinquennal dans le monde, enfin dans le contexte bolchevique, mais il y avait exactement la même chose dans le monde capitaliste, dès les années 20. C'est ce que montre Stuart Ewen dans Captains of Consciousness, Advertising and the Social Roots of the Consumer Culture, publié en 1976. Et puis, plus récemment, Leonid Savin, un proche collaborateur d'Alexandre Douguin, qui traite dans son ouvrage de 2019, Coaching and Conflicts, des applications géopolitiques et militaires des méthodes issues de la psychologie sociale et de la dynamique des groupes. Ça, c'est le premier âge, en quelque sorte. Le deuxième âge de l'ingénierie sociale vient des milieux du piratage informatique et des sciences de la sécurité, les sciences du risque, du danger et les syndiniques. Le pirate informatique Kevin Mitnick met au point, dans les années 1980-90, une méthode de piratage du facteur humain dans les systèmes de sécurité reposant sur trois concepts clés. Usurpation d'identité, abus de confiance et hameçonnage, en français, en anglais, l'expression bien connue, phishing. Il publie en 2002 L'art de la supercherie, The Art of Deception. Les notions donc de piratage, de hacking en anglais, de tromperie, de furtivité sont ainsi pleinement intégrées dans la pratique concrète de l'ingénierie sociale. À partir de 2005, je reprends et je retravaille un peu tout cet héritage et je propose aujourd'hui la définition suivante de l'ingénierie sociale, qui est une synthèse des deux périodes précédentes, deux points, ouvrez les guillemets. L'ingénierie sociale est la transformation furtive des sujets sociaux, individus ou groupes. Selon cette définition, un disciple bien connu de Karl Popper, nommé George Soros, peut être décrit comme faisant de l'ingénierie sociale de masse, soit du neuropiratage de masse. Alors, quelle est la méthode d'un neuropirate pour vous pirater l'esprit? Comment faire pour vous implanter des virus cognitifs qui vont vous transformer à votre insu? Tout d'abord, je dois franchir vos barrières de sécurité cognitive, contourner vos défenses mentales. Pour vous pirater efficacement, je ne dois en aucun cas éveiller votre méfiance. Sinon, vous vous fermez à moi et je ne peux plus entrer dans votre esprit. L'ingénierie sociale est donc d'abord une capacité à manipuler trois types de relations, la confiance, la méfiance et l'indifférence. Pour cela, je dois utiliser toutes les ressources d'une figure d'analyse transactionnelle inventée par Stephen Karpman, qui modélise les interactions sociales selon trois places à occuper: la victime, qui déclenche la confiance, ou l'indifférence éventuellement, le sauveur, qui déclenche la confiance, et le bourreau, qui déclenche la méfiance. Gagner la confiance d'autrui, ou au moins susciter l'indifférence, en occupant la place de la victime ou du sauveur, permet d'endormir la méfiance et la vigilance. George Soros a trouvé une tactique très efficace pour pirater des millions de gens sur la planète, demander à tout le monde de s'ouvrir au nom des droits de l'homme et de leur idéologie victimaire, d'où le nom de sa société, Open Society. L'appel à l'ouverture a une connotation positive, universelle, et qui fait naître la confiance. Quand vous vous êtes ouvert à moi, quand j'ai gagné votre confiance ou votre indifférence, je peux agir sur vous pour vous reprogrammer et éventuellement vous détruire, sans éveiller votre méfiance. Mais en éveillant la méfiance entre vous et autrui dans un conflit triangulaire, de sorte que chacun perçoive l'autre comme un bourreau et se replie défensivement sur son ego. Diviser pour régner, jusqu'à diviser l'esprit de l'individu. L'ingénierie sociale est le plus souvent un travail de désorganisation de la société par la désorganisation furtive de l'esprit d'autrui.
c'est-à-dire la désorganisation de ses relations avec autrui, et donc à l'échelle de l'individu ou du groupe. Cette désorganisation mentale collective n'apparaît pas spontanément, elle est le résultat d'une véritable technique psychosociale consistant à pirater le cerveau collectif d'une population cible pour y introduire des virus et la faire planter, au sens informatique, provoquer un plantage en français, c'est en anglais un system crash. Une épidémiologie des virus cognitifs permet de découvrir quel est le virus des virus, le virus racine, à partir duquel tous les autres peuvent être confectionnés. C'est l'individualisme et la croyance très libérale à l'autofondation de l'individu. Pourquoi? Parce qu'il sépare l'individu du groupe en faisant croire à l'individu qu'il est plus important que le groupe, aboutissant à fragmenter et morceler le corps social. La pointe fine du libéralisme est aujourd'hui représentée par le transhumanisme et la théorie de la fluidité identitaire, dans tous les sens, genre, culture, âge, race, espèce, qui repose sur le présupposé libéral de l'autofondation, selon lequel l'individu ne reçoit pas son identité du groupe, mais est libre de déterminer son identité et de la réinventer entièrement comme il le souhaite. Un homme peut dire « je suis une femme peut dire « je suis un homme », ce qui conduit à un phénomène d'éclatement du signe et du sens, du signe au sens linguistique. Ici, l'ingénierie sociale rejoint la sémiotique, la science des phénomènes de sens. Cette incohérence généralisée dont je vous parlais hier, qui envahit l'Occident libéral, est le résultat de ce que les sémiologues appellent l'éclatement du signe. Le signe linguistique, support de la pensée, a une structure ternaire, d'où le terme de triangle sémiotique. Les trois points de ce triangle, les trois ingrédients du sens, sont le signifiant, ce que je dis, le signifié, ce que je pense, et le référent, c'est-à-dire ce que je montre. La pensée cohérente et rationnelle est l'unité de ces trois éléments, ce que je dis, ce que je pense, ce que je montre. Si l'on transpose le triangle sémiotique dans le champ éthique, le bien, avec un grand B, est l'unité du signe, c'est-à-dire l'unité de ce que je dis, de ce que je pense et de ce que je fais, équivalent de ce que je montre. Du point de vue de la pensée classique et de la morale traditionnelle, le bien est la cohérence et la convergence des trois éléments du triangle sémiotique. À l'opposé, le mal, avec un grand M, est l'éclatement du signe. Il n'y a plus d'unité de ce que je dis, de ce que je pense et de ce que je montre ou fais. Je peux dire quelque chose, penser autre chose et faire ou montrer encore autre chose, et tout ça en même temps, comme dirait Macron. C'est cette déstructuration cognitive qui est en train de s'installer en France, et dont je vous parlais hier. En fait, elle n'est pas en train de s'installer en France, elle est déjà totalement installée depuis un certain temps. Donc nous souffrons d'incohérence, et alors le libéral dira que c'est bien, ce qui est le stade suprême de l'incohérence. Cette incohérence cognitive a des conséquences dans la société et dans l'usage du langage. L'autofondation libérale touche l'acte d'énonciation du sujet parlant. La liberté doit être celle de me recréer à chaque seconde dans le langage, y compris par rapport à ce que je viens juste de dire. La liberté, c'est la liberté de me contredire à chaque seconde. Ultimement, c'est ça. La liberté, c'est donc la liberté de raconter n'importe quoi, de penser n'importe quoi, de faire n'importe quoi. La liberté suprême, c'est donc l'incohérence, c'est la folie, tout simplement. Pour conclure, je voudrais m'adresser spécifiquement aux Moldaves. Il y a tous les gens des pays libres qui sont dans cette salle. Fondamentalement, c'est tout l'Occident collectif, collectivisme Zapad, comme disent les Russes, qui est en train de disparaître. Depuis la France et l'Europe de l'Ouest, nous pouvons voir votre futur, du moins si vous commettez l'erreur d'entrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Malheureusement, nous sommes déjà nombreux dans cette pièce à être dans l'Union et dans l'OTAN. Cet avenir est un cauchemar qui se résume en deux mots, effondrement et incohérence. Incohérence à tous les niveaux, en particulier incohérence mentale et comportementale, confusion complète de la pensée, débouchant sur une violence verbale et physique sans raison, excitation nerveuse, règne du n'importe quoi, et pour finir, aliénation, zombification et autodestruction. Si l'exemple français vous paraît un peu lointain, alors voyez ce qui se passe plus près de chez vous, pour les Moldaves, chez votre voisin limitrophe immédiat, l'Ukraine, qui expérimente cette entrée dans le libéralisme et l'incohérence généralisée
depuis son indépendance en 1991, mais surtout depuis 2004, avec la Révolution Orange, et 2014 avec l'Euromaïdan. Aujourd'hui, l'Ukraine, comme la France et comme tout l'Occident atlantiste, sont en cours d'effondrement à tous les niveaux. Il nous reste, à nous, à mettre en œuvre une ingénierie sociale positive, cette fois, pour essayer de tout reconstruire. Je vous remercie. Une question, Lucien. Comment fait-on concrètement pour créer une ingénierie sociale positive? Il faut un parti politique, il faut quoi? Des chaînes YouTube multipliées, c'est quoi le... Il y a deux axes. Il y a deux axes, métapolitique et politique. Métapolitique, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Si on a le temps, on peut faire les deux, métapolitique et politique. En revanche, en politique, c'est très conventionnel. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, il n'y a pas à chercher très loin. On prend sa carte dans un parti et on milite. Et c'est tout. Voilà. Et on rentre dans les parlements, dans les conseils, dans les assemblées. Parce que c'est là que le pouvoir, en réalité, se légitime, se légalise. En octobre, la PMA sans père sera votée au Parlement français. Pourquoi? Parce que Macron a la majorité. S'il n'avait pas la majorité, la PMA sans père ne serait... Comme il a triché pour avoir la majorité... Oui, mais il a la majorité, point. Et puis tricher, on ne sait pas s'il a triché. Moi, j'ai observé les élections, j'étais dans les bureaux de vote, j'avais des remontées d'informations, puisque bon, j'ai ma carte au Rassemblement National, donc je m'implique à chaque élection. Bon, en fait, les trucages sont vraiment très marginaux. Non, les Français ont vraiment voté pour lui. Voilà. Alors après, on peut dire... Oui, non, oui, si, quand même. Il était aussi premier au premier tour, si je me souviens bien. Enfin, mais la veille, il était quand même... Non, mais au premier tour, il était premier, et au deuxième tour aussi. Au présidentiel. Bon. Merci. On doit savoir qu'on doit finir notre discussion exactement à 13h. C'est pourquoi je dois offrir la possibilité de parler maintenant à Pierre-Antoine, mais avant ça, je dois souligner que votre ami Lucien Cerise a édité pas seulement ce livre, son premier livre s'appelle Gouverner par le chaos. Il n'était pas signé par lui, mais c'est son texte qui a été édité par la maison d'édition, je crois, Max Millon. C'est ça. Oui. Le deuxième livre de Lucien s'appelle Le retour sur Maïdan. Troisième, pardon. Le retour sur Maïdan. Les guerres. Pardon. Vous pouvez, mais je vais terminer la proposition. Je peux faire ça? Merci. Je parle du livre qui s'appelle Le retour sur Maïdan ou les guerres hybrides de l'OTAN. Un livre très important pour toute la région, spécialement pour la Moldavie qui est située dans cette zone géopolitique très sensible, et nous sommes les potentielles victimes de la même ingénierie sociale pour provoquer les conflits artificiels entre les Russes et les romanophones, la Roumanie et la Moldavie, la Roumanie et l'Ukraine, et tout ça. On doit savoir que le soi-disant conflit triangulaire vise dans la même mesure notre région. Et maintenant, Pierre-Antoine Plaquevert, qui anime le site Les Non-Alignés, qui est bien connu comme l'expert dans les guerres informatiques ou cognitives. Pierre-Antoine. Bonjour à tous, à nouveau. Tout d'abord, merci à Yourier. Je découvre ce livre en même temps que vous. Et je suis très honoré d'être édité en langue roumaine. Et je suis particulièrement attaché à ce pont entre, on va dire, la latinité et on pourrait dire l'hellénisme byzantin. Et comment dire, je pense que c'est très important d'avoir ce pont culturel entre la latinité catholique, cette latinité orthodoxe et le monde slavo-byzantin. Donc vous êtes vraiment un pont et un point crucial de la géopolitique et de la géopolitique des civilisations. Donc mon livre a été aussi
postfacée par Lucien Cerise, qui a fait une très bonne conclusion à partir de la lecture de mon travail. Si vous voulez, rapidement, j'ai commencé ce travail il y a quelques années. D'abord, j'ai écrit des articles, j'ai réalisé aussi des interviews, des dossiers pour mon site, pour la chaîne TV Liberté avec qui je travaillais, avec tout un peu de la réalité de la réinformation francophone. Et au fur et à mesure de ce travail, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment matière à produire quelque chose de plus profond. Et grâce à mon ami Anthony Drumel qui est présent ici, j'ai pu être édité d'abord aux éditions du Retour aux Sources et maintenant donc chez Yourier. Voilà, donc mon travail essentiellement, c'est un livre qui croise plusieurs domaines. L'enquête journalistique pure sur les activités des réseaux Soros dans les différents domaines, comme évidemment l'immigration de masse, les médias qui servent à faire accepter les politiques d'immigration de masse, les modifications anthropologiques et sociales de fond, comme le lobbying pour la légalisation des drogues au niveau mondial, évidemment l'investissement dans les révolutions colorées dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc j'ai creusé à peu près, les théâtres d'opération de l'Open Society les plus importants, mais en fait c'est un travail qui a continué et qui va continuer parce qu'il faut s'organiser face à ça, il ne faut pas se désarmer et baisser les armes. Le fait d'éditer ce livre en roumain peut aussi est très important au niveau historique parce qu'en fait on est là donc, sur un colloque qui a comme thématique la multipolarité. Quand le monde bipolaire s'est effondré en 91, immédiatement, en fait, Soros avait déjà été présent activement dans les pays d'Europe orientale avec ses réseaux pour pousser le système soviétique et les systèmes communistes à tomber. Alors à ce moment-là, justement, beaucoup de gens, par exemple en Hongrie, des gens comme Orban, ont même bénéficié des bourses de Soros en tant que personnes qui pensaient que le Soros allait les aider à installer un réel libéralisme au sens où l'entend la droite traditionnelle, c'est-à-dire la liberté d'entreprendre, la liberté d'exposer ses idées, mais se rendant compte dans les années 90 que c'est un autre projet qui était derrière, finalement ils se sont rendus compte que maintenant, derrière le projet de société ouverte, il y a en fait le projet d'une forme de nouveau communisme, mais un communisme beaucoup plus efficace et beaucoup plus finalement destructeur parce qu'il attaque la racine même de l'homme, il s'attaque à l'anthropologie profonde et il ne s'attaque pas juste à la superstructure. Donc les régimes communistes qui étaient devenus finalement des régimes nationaux communistes bloquaient la libéralisation de l'Est et l'avènement de l'unipolarité. Donc c'est dans cette optique-là que Soros et ses réseaux se sont activés massivement pour accélérer la chute du monde communiste et évidemment aussi pour se jeter sur toutes les ressources nationales qu'il y avait à piller au passage. Donc comme dans mon ouvrage, au départ, donc je parle des aspects vraiment très concrets, le budget de l'Open Society, depuis sa fondation, les moyens dont elle dispose, les secteurs dans lesquels elle investit. Mais ensuite, je parle aussi de son idéologie et de la philosophie politique profonde qui anime quelqu'un comme Soros et d'une certaine manière, comment finalement il est, comme ce que j'exposais hier
lors de la conférence, c'est-à-dire il arrive avec son idée de société ouverte en fin de course de tout un processus qui commence il y a plusieurs siècles dans l'histoire et qui maintenant a pris une forme, d'une certaine manière, on pourrait dire terminale, qui est cette forme de société ouverte et qui vise à l'éclatement généralisé et en fait animé par une idéologie profonde qui est un millénarisme de la fin de l'État. Il y a cette idée très profonde que l'État est le verrou qui doit sauter, donc l'État-nation, c'est et cela rejoint les définitions des politiciens, des géopoliticiens ou des analystes conservateurs ou des philosophes comme Carl Schmitt qui voyait l'État comme un frein au sens métaphysique. Il employait le terme de catéchone, ce que les pères de l'Église désignent le frein qui empêche l'arrivée de l'anomie généralisée et en fait du règne de l'Antéchrist. Fait référence à l'épître de saint Paul aux Thessaloniciens où il dit il faut qu'il soit levé pour que, donc en grec katéchon, donc celui qui empêche soit enlevé pour que arrive l'Antéchrist. Et Carl Schmitt avait identifié ça en s'appuyant sur les pères de l'Église à la fonction de l'État. Pour les pères de l'Église, cet obstacle qui devait être levé, c'était l'Empire romain. D'une certaine manière, comme pour notre civilisation, à la fois sous sa forme occidentale catholique et sous sa forme orientale orthodoxe, nous sommes tous héritiers de cette romanité. Donc tous nos États sont à leur manière cet obstacle, ce frein, et cela rejoint la définition de l'État et du politique même que donnait Carl Schmitt, qui disait que consécutivement d'une certaine manière au péché originel et à la chute, le politique est une nécessité ontologique pour organiser la vie des sociétés et pour freiner la violence de l'état de nature. Parce qu'il y a cette idée fondamentale dans la philosophie de Soros et de ces globalistes, c'est que fondamentalement, pour eux, finalement, à la manière de Rousseau, l'homme à l'origine est d'une certaine manière, s'il est libéré des enclaves de la société, il redeviendra heureux. Donc il faut lever tous les obstacles qui freinent ce bonheur matériel. Et en fait, il y a une téléologie, une visée millénariste de réaliser une sorte de monde parfait sur cette terre. Ce sont des gens qui n'ont pas de perspective de transcendance. Donc ils projettent tout ce qui pourrait être d'ordre de la transcendance dans le terrestre et dans le matériel. Donc il faut lever cet obstacle de l'État qui empêche la réalisation d'une forme de paradis sur terre. Bon, évidemment, ça c'est l'aspect, on pourrait dire, philosophique, mais c'est très bien instrumentalisé à des vues très concrètes qui sont celle de s'emparer des ressources dont on a besoin et d'accroître sa puissance. Donc on est à ce point de rupture à l'heure actuelle où cette idéologie et cette pratique politique, métapolitique, a complètement parasité tout l'Occident et empêche un système de relations internationales normal de fonctionner, un système international interétatique. Donc j'insiste beaucoup sur la fin de l'ouvrage et en fait ce n'est pas une vue de l'esprit parce que Soros parle souvent donc de Karl Popper, mais il cite aussi des auteurs qui ont directement à voir avec ce que Lucien expliquait tout à l'heure, de courant de la cybernétique et de l'ingénierie sociale. Notamment le célèbre anthropologue Gregory Bateson, qui était l'un des pères des recherches cybernétiques et qui a théorisé une notion très importante qui est utilisée justement dans les révolutions de couleur et pour déstabiliser les régimes politiques, c'est la notion de schismogénèse. C'est-à-dire Gregory Bateson est un anthropologue qui a travaillé pour l'OSS pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a étudié la manière dont les groupes humains se séparent les uns des autres. À la base, comment un groupe humain qui est unique,
commence à se séparer sur des aspects anthropologiques qui, de l'extérieur, pourraient apparaître superficiels, mais qui, en fait, fondent une identité en voie de création. Donc, en fait, c'est le processus d'ethnogénèse dont parlent les géopoliticiens. Donc, il a étudié ça, et en fait, cette notion-là, c'est exactement, si on regarde, par exemple, la fracture en Ukraine, les Ukrainiens de l'Ouest, enfin, vu de l'extérieur, on ne voit pas forcément les différences. Mais pour ces gens-là, ils vont sentir des différences. Tout le jeu que va faire le globalisme, c'est d'appuyer sur ces choses-là, dire vous n'êtes pas des Russes, vous n'êtes pas, voilà, les Russes vous oppriment, les Russes sont des Homo soviéticus, vous êtes des Occidentaux, vous êtes attachés à une ère de civilisation différente, qui est supérieure, qui est voilà. Donc ils vont appuyer là-dessus. Et ce jeu-là est mené finalement tout au long, sur tous des points stratégiques de ce que les géopoliticiens appellent le Rimland, hein, donc qui entoure l'Eurasie. Donc tous des points stratégiques. On va utiliser cette schismogénèse parce que justement ce sont des territoires qui sont, où les peuples sont un peu des peuples frontières en fait. Donc on va pouvoir appuyer sur les différences pour fracturer et empêcher le grand jeu dont parlait Lucien, c'est-à-dire empêcher une convergence entre l'Europe et le monde russe dans une perspective d'un nouveau non-alignement. Donc l'idée de cette schismogénèse, c'est, donc on a vu l'Ukraine, on voit à Hong Kong par exemple récemment, les velléités de certains manifestants sont justes, c'est-à-dire ne pas vouloir pouvoir être arrêtés et emprisonnés en Chine continentale. Donc, mais partant de là, justement, les réseaux mondialistes vont s'infiltrer, vont appuyer sur ces différences. Ils vont dire attention, vous êtes dans le camp de la liberté, et en face, c'est le camp de l'oppression, c'est l'étatisme, et c'est d'autant plus simple à faire que si en face on a un pouvoir qui n'est pas préparé et qui est même autoritaire, il ne va pas savoir comment réagir et il aura la tendance à vouloir écraser ça, et ça va ne faire qu'augmenter cette fracture et ce sentiment de différence et de rejet de l'État central. On le voit, alors là des camarades algériens m'ont demandé un petit peu d'analyser ce qui se passe en Algérie, peut-être via les réseaux Soros. Effectivement, les réseaux type société ouverte, là, dans ce théâtre d'opération précis, ils vont appuyer sur des différences ethniques du type la Berbérie, les identités berbères contre l'identité arabe, par exemple, sur ces choses-là. Le pouvoir, s'il réagit de manière brutale, il va empêcher l'expression de cette identité régionale, de cette identité que vive la population, et du coup, cela va créer une fracture qui peut être exploitée pour abattre un État rival, un État que l'on veut défaire. Le but étant, à terme, qu'il ne reste finalement que des États croupions, de dimensions trop réduites, et pour pouvoir résister à une force plus grande. C'est le principe, les empires ont toujours fait comme ça, ils ont fractionné les entités rivales, voilà, mais sauf que là on a un empire à l'échelle mondiale, et qui a des visées mondiales. Alors peut-être que ce qui peut être un frein finalement à cette idée, c'est que il ne peut pas y avoir d'État mondial de sa manière parce qu'il n'y aura pas de rival politique. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que plus on va se rapprocher de cette volonté de créer une gouvernance mondiale, plus va se diffuser dans la société, ce que j'expliquais hier, une forme de guerre civile latente ou ouverte. Donc on n'aura plus, avec ce dérèglement du système interétatique, on n'a plus de guerre entre États, mais on a en fait, dans la perspective mondialiste, des sortes de conflits, de guerres civiles locales qu'il faut organiser selon leurs intérêts pour renforcer cette hégémonie. Et c'est ce qu'on assiste dans nos sociétés, c'est-à-dire à mesure, comme disait Max Weber, l'État c'est le monopole de la violence légale. Si on enlève ce monopole, si on dissout l'État, à mesure que se dissout l'État,
à mesure la violence se répand dans la société. C'est ce qu'on assiste partout en Occident, mais ça, c'est pas un hasard. Et ensuite, quand cette violence est diffuse, ben là, on peut faire toutes les manipulations dont parlait Lucien depuis l'extérieur, et les gens sont déstabilisés, ils ne savent plus identifier d'où vient la source du problème, et effectivement, ils vont se tourner vers l'ennemi le plus proche ou vers celui qui est à côté de chez eux, et là, on rentre dans ce phénomène-là donc on peut passer de la stasis à la guerre civile ouverte. Voilà, pour finir, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que malgré tout, en fait, le problème, et c'est un peu la conclusion aussi que donnait mon préfacier Xavier Moreau, il disait le problème, c'est que finalement, comme ce projet est utopique, et d'une certaine manière, il ne peut pas arriver de finalité terminale, ce qui peut se passer pour l'Occident, c'est que l'Occident risque de tout simplement se dissoudre. Si l'Occident ne change pas de logiciel pour son système, s'il continue sur cette ligne idéologique, il va en fait se dissoudre, et soit il arrive à dissoudre les autres concurrents géopolitiques avec lui, soit c'est lui qui disparaîtra et qui sera remplacé par d'autres puissances qui auront su garder une anthropologie et une vision politique traditionnelle. Voilà. Mais oui, c'est bon. C'est bon. Je peux continuer des heures. Non. Merci. Pierre-Antoine a été, comme toujours, brillant. Son exposition verbale sont de la même façon très bien faite. Je suis sûr que ce livre sur les réseaux sociaux, c'est très actuel pour la Moldavie et pour la Roumanie aussi, parce que nous sommes très affectés par ce genre d'influence. Seulement... Est-ce que je peux rajouter peut-être une chose? Ah oui, dans ce livre, il y a notamment effectivement tout un chapitre sur les hommes politiques roumains, sur leur lien avec l'Open Society. Et en fait, pour moi, le travail... moi, je suis... c'est pour ça que j'admire beaucoup Yourier, parce que c'est avant tout... c'est un activiste, c'est quelqu'un qui lie l'idée à l'action. Et moi, j'ai été longtemps activiste aussi. Et en fait, pour moi, c'est un travail vraiment politique. C'est-à-dire, le but, c'est d'amener un changement. Et dans cette optique-là, j'ai un document là que je peux remettre à ceux qui sont intéressés. Je suis en train de lancer une sorte d'ONG de veille de l'activité des ONG. Le but, c'est de faire ce qu'ils nous font, c'est-à-dire de pouvoir disposer d'une banque de données sur leur méthodologie, qui ils sont, qui fait quoi, à quel moment. Voilà. Et ça, ça peut être activable aussi sur demande, hein, c'est-à-dire on est dans tel pays, on veut savoir qui est en train d'agir, ou même on nous fait remonter des informations et on nous demande de creuser un peu plus sur ces gens-là. Voilà, c'est un travail que l'on peut faire et que moi, je suis en train d'essayer de coordonner à un niveau européen. Donc là, j'ai le document là, si vous voulez. Dans ce document, j'ai par exemple aussi déjà fait un travail sur un homme d'influence, un conseiller de Macron qui n'est pas trop connu et qui est maintenant en travail pour le Soros Fund Management et qui est un personnage qui articule en fait qui a dès 2018 a proposé au mouvement 5 étoiles en Italie de se dissocier de la Ligue et d'adopter une ligne réformiste par rapport à l'Union européenne de manière à pouvoir être intégré dans un groupe de réformistes de l'Europe. Donc ça, c'est un travail que je fais. Voilà, là, par exemple, je fais 3 pages sur ce personnage-là. Shahin Vallée, il s'appelle. C'est une sorte... il a un... Donc voilà. Si vous voulez m'aider à faire ça. Je m'excuse, mais on doit finir dans 15 minutes. On a 2 personnes qui doivent parler. Après ça, si vous avez quelques questions courtes pour avoir les réponses aussi courtes, on peut faire ça. Et maintenant, Anthony Drumel qui a fait des efforts pour publier ce livre de notre ami Pierre-Antoine. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, moi, Yori vous l'a précisé, je ne suis pas auteur, mais éditeur. Et nous travaillons avec Yori depuis maintenant presque 2 ans. Et nous essayons de le soutenir
tout cas autant que faire se peut dans son travail éditorial. Alors justement, je vais évoquer avec vous le travail éditorial comme arme de contre-propagande. D'abord, je voudrais préciser que c'est évidemment un double honneur qui me fait aujourd'hui. Le premier, c'est d'avoir été invité à ce colloque par Yori. Merci beaucoup, Yori. Et le second, c'est d'avoir eu l'opportunité, en tant qu'éditeur, donc, de participer et de contribuer à la diffusion des textes qui vous sont présentés aujourd'hui. On parlait également d'éditeurs persécutés. On en a un en France, on a parlé plusieurs fois ce week-end, donc il s'agit d'Alain Soral. On en a un autre ici, en la personne de Yori. J'espère pouvoir suivre leur exemple. Donc parler de l'édition, c'est aussi pour moi l'occasion de vous parler de la guerre de narration. Au fond, si c'est bien une guerre à laquelle nous faisons face, il s'agit surtout d'une guerre d'un nouveau genre. Certains parlent de guerre de 4e génération. Précisons que ce concept, qui est né sous la plume de 4 hauts gradés de l'armée américaine, juste après la chute du mur et du paradigme binaire qui régissait alors les rapports de force mondiaux, pour entrer donc, et notamment grâce à ce concept de guerre de 4e génération, dans une nouvelle ère, celle de la guerre indirecte. Une guerre feutrée, une guerre psychologique. Plus que ça enfin, c'est bien une guerre d'influence et donc une guerre de narration qui est faite à nos peuples. À ce titre, vous le savez, les médias jouent un rôle décisif dans la déconstruction de la narration collective et donc dans la définition de ce qui est bien, de ce qui est mal et de la place de chacun des acteurs qui composent la superstructure politico-financière. Nous sommes donc soumis en permanence aux aléas de cette narration, à ses rebondissements, à ses histoires, à ses sacrifiés et à ses héros. Et finalement, pour pousser la logique jusqu'au bout, jusqu'à l'ironie, la dérision, voire le grotesque, on peut même dire qu'avec l'avènement des séries TV, nous constatons que nos populations, abruties par cet outil de manipulation de masse, en viennent, dans leur appréhension des choses, mais aussi à cause d'un quotidien de plus en plus lourd, à suivre cette narration comme on suit une de ces séries TV, comme si finalement celle-ci n'avait aucune implication ni aucune conséquence dans leur vie. Le but de cette narration, c'est de redimensionner, de remodeler le réel afin de modifier les perceptions de nos concitoyens pour leur faire accepter les projets fous de nos dirigeants. Construction d'un réel indexé à l'idéologie et l'idéologie comme alibi au pouvoir. Le chaos de basse intensité accepté comme norme dans une société soumise à tous les sophismes et les paralogismes des sous-groupes identitaires qui la composent dorénavant. Les populations européennes, se prenant à leur tour pour un peuple prêtre, sont elles-mêmes tombées dans leur propre piège. Aujourd'hui, les contradictions entre le réel et cette narration sont tellement fortes que c'est l'Occident tout entier qui est en train de sombrer dans l'incohérence généralisée. Le réel, ou la limite imposée par le réel, n'existe plus. Alors il est temps de se poser la sempiternelle question, celle qui nous empêche de dormir, celle qui nous fait prendre des risques, celle qui fait que nous sommes à nouveau réunis aujourd'hui. Que faire ? Pour notre part, nous avons choisi d'énoncer le négatif de cette narration. Et de ce fait, l'édition est un outil fondamental. C'est une grande ambition que celle de devoir rectifier la vérité. Nous considérons surtout qu'il s'agit là d'une exigence et d'un devoir existentiel. Cet outil a donc comme fonction d'être une plateforme qui permet de réunir des intellectuels et de faire vivre leurs textes et théories en dépit des injonctions du politiquement correct. Il est toujours sidérant de se rendre compte que certains des écrivains qui composent nos milieux font objectivement partie des plus importants intellectuels de notre temps. Le but n'est pas seulement de s'inscrire en faux vis-à-vis de cette narration falsifiée, mais surtout de dégager les grandes tendances qui nous feraient tendre, par effet de synthèse, à un discours de vérité, et ainsi créer des contre-feux à l'idéologie mondialiste. Contre-feux qui, par capillarité, finiraient par énerver des strates toujours plus nombreuses et importantes de nos sociétés, qui sont elles-mêmes de plus en plus en attente de réponses à mesure que la narration officielle se fracasse sur le réel. Réponses que peuvent donc leur apporter nos auteurs. Dernière ambition enfin, une fonction plus pragmatique, celle d'être un catalyseur. En effet, le terrain d'investigation est important et les approches du problème sont nombreuses. Ainsi, il arrive que nous soyons régulièrement les victimes de nos propres sensibilités
avec comme conséquence des divergences incapacitantes. Nous devons aussi avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes, nous aussi, les enfants de la modernité, elle est en nous, que nous le voulions ou non. Nos auteurs sont donc des synapses. Nous avons comme ambition d'être leurs neurotransmetteurs. Notre rôle est celui de réunir, de réconcilier, de composer avec les différents courants qui cohabitent dans nos milieux, afin de leur donner corps, puis de densifier et rediriger le rayon idéologique contre le globalisme. C'est également, à mon avis, l'objectif de ce genre de colloque. Je voudrais, pour terminer, remercier l'ensemble des auteurs pour leur confiance. Merci. Merci Anthony Dremel. Et maintenant, Youssef Indy. Merci Yuri. D'abord, je tiens à remercier Yuri pour la traduction de mon livre, des autres livres, et du courage dont il fait preuve, parce que force est de constater que, pas seulement à l'échelle française, mais à l'échelle européenne et à l'échelle internationale, il y a très peu d'éditeurs qui ont le courage de publier ce type d'ouvrage. Or, ce qu'on essaie de faire, c'est un diagnostic et aller remonter de façon aristotélicienne à la cause première des problèmes. Et effectivement, lorsque on ose l'écrire et le publier, on se confronte à l'hydre de Lerne. Voilà. Alors, je dispose de 10 minutes pour faire donc une présentation très brève de cet ouvrage qui s'appelle « La mystique de la laïcité, généalogie de la religion républicaine de Junius Frey à Vincent Payon ». Alors pour résumer, c'est un ouvrage dans lequel je présente une histoire religieuse de la République française et de la Révolution française. Ce n'est pas une histoire matérialiste, je m'éloigne de l'école marxiste en cela, et je montre que ce qui se cache derrière la République française, ce qui explique les bégaiements historiques de la République française, Première République, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième, et je ne parle même pas des régimes intermédiaires entre ces différentes républiques, c'est l'impossibilité pour les révolutionnaires et les républicains d'avoir une véritable prise historique, anthropologique, spirituelle sur le peuple français. Donc j'ai pris le parti de remonter la généalogie, l'essence de cette religion républicaine. Alors, le sous-titre, c'est « Généalogie de la religion républicaine de Junius Frey à Vincent Payon ». Alors, qui est Junius Frey ? C'est un personnage extrêmement important dans l'édification de cette religion républicaine. Or, il est totalement méconnu. Junius Frey, son véritable nom, c'est Moses Dobruschka, alias Franz Thomas von Schoenfeld, alias Junius Frey. C'était le petit cousin d'un kabbaliste qui s'appelait Jacob Frank. Je ne vais pas ici évoquer ce personnage, ça nous emmènerait trop loin. Moses Dobruschka appartenait à la bourgeoisie juive franquiste, donc il a eu une formation, donc il vivait dans l'empire austro-hongrois sous Joseph II. Il appartenait à la bourgeoisie juive, il s'est faussement converti au catholicisme, comme les autres, un certain nombre de membres de la secte franquiste, et donc il s'est converti et il a été anobli. Il a pris le nom de Franz Thomas von Schoenfeld. Puis, en 1792, il rejoint la Révolution française via Strasbourg et il intègre le club des Jacobins et il prend le nom de Junius Frey. En 1793, il publie un traité théologico-politique où il propose les fondements de ce qui deviendra la religion de la République française. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce traité théologico-politique, mais il a plusieurs piliers. Bien sûr, la philosophie des Lumières, la philosophie moderne, mais aussi la Kabbale orianique et Kabbale sabbato-franquiste. Et
à la suite de Junius Frey, les Saint-Martin, les Ballanche, les Saint-Simon, tout au long du XIXe siècle, puis Edgar Quinet et Ferdinand Buisson vont prolonger ce travail d'édification de la religion républicaine, la future religion républicaine, parce qu'ils sont confrontés à un problème majeur. Ils ont fait la révolution dans la matière, mais ils constatent qu'ils ne l'ont pas faite dans les esprits. Or, ce qui compte pour instaurer un régime, c'est de faire accepter, comme je vous l'ai dit hier, au peuple l'idéologie, la religion qui sous-tend ce régime. C'est par la foi des peuples que vit l'idéologie et que vit le régime qui est arc-bouté, qui repose sur cette idéologie. Et c'est une idéologie qui va rejoindre au XIXe siècle le socialisme, notamment via des penseurs comme Simon Ballanche, comme je vous l'ai dit, qui sont à la frontière entre le socialisme et un néo-christianisme. Car dans la première moitié du XIXe siècle, ils constatent que les Français restent toujours attachés à la religion catholique. Par conséquent, ils vont commencer à fusionner, d'ailleurs c'est ce qu'avait entamé Junius Frey, ce messianisme matérialiste, cette vision kabbalistique du monde avec le christianisme, et vont tenter de les adapter. Au milieu du XIXe siècle, Edgar Quinet, qui est un penseur important, voit qu'on ne peut pas constate qu'on ne peut pas se passer du catholicisme. Par conséquent, il propose une stratégie. Cette stratégie consiste à expulser le catholicisme des écoles, voire même du territoire français par la suite, et le remplacer par cette mystique, par ce messianisme. Il affirme qu'il faut enseigner dans les écoles, ce qui deviendra l'école républicaine à la fin du XIXe siècle, que les citoyens, donc les enfants, les écoliers, les futurs citoyens, constituent des Christ, donc des messies collectifs. Chacun d'entre eux fait partie d'un messie collectif qui doit faire advenir, comme dans le socialisme, un paradis terrestre, un paradis républicain. Et c'est ce que feront par la suite Jules Ferry et Ferdinand Buisson. Lorsque est fondée la Troisième République, Jules Ferry, qui est à la tête du gouvernement, et Ferdinand Buisson à la tête de l'enseignement primaire, puis de l'enseignement en général, vont appliquer la stratégie d'Edgar Quinet, c'est-à-dire expulser le catholicisme, l'Église de l'école, et transmettre cette vision messianique du républicanisme. Et ce Ferdinand Buisson, qui est aussi un personnage important mais méconnu, est aussi en 1905 à la tête de la commission parlementaire qui va élaborer la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. En fait, ce Ferdinand Buisson n'est pas un athée, ni même véritablement un laïc. C'est quelqu'un qui écrit à la suite d'Edgar Quinet qu'il faut édifier ce néo-christianisme, en fait ce messianisme qui propose un messianisme collectif, comme dans certaines versions du socialisme, notamment le marxisme, où, comme l'affirme Georg Lukács, le peuple messie, le peuple moteur de l'histoire, n'est plus, comme le proposait le judaïsme, le peuple juif, mais le prolétariat. Le prolétariat va devenir la classe messie de l'histoire, et dans la version républicaine, ce sont les citoyens républicains qui vont être le moteur de cette histoire. Et donc en 1905, on va s'attaquer à l'Église, notamment à l'article 2, qui va déposséder, à la suite de la Révolution française, qui va déposséder l'Église de ses biens et qui va définitivement la chasser des écoles.
Alors pour conclure, le problème auquel fait face la France aujourd'hui, c'est la disparition du catholicisme qui a décomposé tout le système politique et les idéologies qui s'en suivent, mais aussi la faillite républicaine, c'est-à-dire le fait que l'impossibilité pour les républicains depuis plus de 2 siècles de faire intégrer au peuple français cette mystique, cette religion dont ils ignorent même l'existence. Par conséquent, la solution est, comme je l'avançais hier, de revenir à une croyance collective, traditionnelle, pour pallier à ce vide, car la nature a horreur du vide, et si on veut régler les problèmes politiques, on doit d'abord s'occuper de la question religieuse. Je vous remercie. Merci à nous, merci à nos auteurs, merci à notre éditeur, mon ami Anthony Drummond, et on continue. Merci.